Bonjour à tous. Aujourd'hui dans le studio Lacan, exilé en Méditerranée, décor sans frontières. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Marie Connet, écrivaine, et Guillaume Calafat, historien. Bonjour Marie. Bonjour Pierre. En juillet 2017, à Bruxelles, le docteur Pietro Bartolo, médecin à Lampedusa, était invité à prendre la parole au congrès de l'Eurofédération de psychanalyse. Il s'écriait « Ce qui se passe aux portes de l'Europe ne relève pas d'un problème migratoire, mais d'un phénomène. Un phénomène. » Il faisait ainsi entendre que le signifiant problème renvoyait, comme on le sait, à celui, sinistre, de solution, évoqué jadis par Jean-Claude Milner. Dans la même veine, parler de migrants, c'est méconnaître qu'ils sont des exilés qui veulent arriver quelque part. Pourquoi part-on ailleurs ? Il y a parfois toutes les raisons de vouloir quitter son pays. Les guerres, les crises sanitaires, climatiques et économiques. Mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à s'embarquer dans une traversée périlleuse qui pour plus un s'avérera tragique. Pour les plus chanceux, les portes de l'Europe s'appellent Lampedusa, les îles grecques, et dans l'océan Atlantique, les Canaries. Des prisons. Il leur faut encore gagner le droit d'immigrer sur le sol européen. La psychanalyse nous enseigne que la fraternité des uns se fait toujours au prix de l'exclusion des autres. Pour autant, le rejet d'un lieu d'asile est synonyme de barbarie. Loin s'en faut donc de considérer l'hospitalité comme allant de soi. Elle ressort d'une régulation bien plutôt politique et sociale. Elle a besoin de règles démocratiques pour se garantir. Les principes du droit international ont une histoire. Les lois ne sont pas gravées dans le marbre, elles se construisent. Pour en parler, nous accueillons Guillaume Calafat, historien de la Méditerranée, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé d'histoire, maître de conférences d'histoire moderne à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et auteur du livre « Une mère jalousée ». Guillaume Calafat, bonjour. Bonjour. L'hospitalité, c'est aussi et surtout celle de la langue maternelle, dans laquelle on a été accueilli ou pas, que l'on habite plus ou moins bien, et de laquelle on s'exile parfois radicalement. Sans compter qu'habiter une langue, c'est toujours faire avec un certain exil, car le corps et ses pulsions ne coïncident pas avec ce que l'on peut en dire. Parce qu'elle écrit la grande histoire par la petite, qu'elle s'engage dans la langue et dans la vie, nous accueillons Marie Connet, auteure entre autres de Nos corps pirogues et Des îles, traductrice des Métamorphoses d'Ovide, et militante entre les associations pour réfugiés, comme elle se présente elle-même. Son travail, redonner sépulture à l'occasion, voix et nom aux nouveaux damnés de la terre que sont ces hommes morts ou vivants, souvent dépouillés de tout, jusqu'à leur identité. Bonjour Marie Connet. Bonjour. Alors pour commencer, on avait envie de poser une question d'actualité,
un peu à vous deux, mais peut-être pour commencer par Guillaume. Au fond, vous êtes historien de l'histoire moderne, pas contemporaine, mais vous avez montré un intérêt pour l'époque actuelle et vous en avez témoigné par des interventions dans la presse, des interviews. Et on avait envie de poser la question aux deux successivement de l'actualité du système coordonné d'accueil des naufragés qui défraie l'actualité régulièrement, puisque vous avez en particulier étudié l'histoire des naufragés, et que c'est par ce prisme-là en particulier que vous avez étudié la question de la législation et de la souveraineté en Méditerranée. Oui, mais merci pour cette question. En effet, même si je suis un historien du XVIIe et XVIIIe siècle, je suis d'abord un historien du XXIe siècle. Je vis dans le présent, et tout historien, toute historienne est, je pense, historien de l'actualité, c'est-à-dire que les problèmes qui se présentent à lui ou elle, les différentes questions historiques ou phénomènes historiques qui se présentent à lui ou elle sont des questions contemporaines. Et je pense qu'on ne formule pas des questions aux sources, on ne parvient pas à analyser certains phénomènes historiques sans tenir compte évidemment d'une actualité qui est saisissante, qui nous mobilise, et bien que je ne sois pas toujours enclin à faire des analogies entre le passé et la période contemporaine, je suis frappé en travaillant sur la Méditerranée du XVIIe et du XVIIIe siècle par la résonance souvent discordante de certains lieux, de certains épisodes qui, me pousse à analyser aussi le présent à l'aune des questions que j'essaie de formuler pour le passé, et inversement. Il y a un jeu, si vous voulez, de va-et-vient entre présent et passé qui est assez troublant, qui n'est pas du tout parallèle, qui ne signifie pas nécessairement que l'on trouve des réponses dans le passé pour les problèmes présents, ni même que le présent nous aiderait à mieux comprendre le passé, pas toujours en tout cas, mais je suis frappé par le retour de certains lieux que vous avez évoqués d'ailleurs, Lampedusa, les îles grecques, les Canaries. Ce sont des lieux frontières, des lieux traversés par des épisodes violents, des migrations dans un sens comme dans l'autre, et pour cela, voilà, je m'intéresse à cette actualité qui aussi informe, je pense, une grande partie des manières d'écrire, de penser l'histoire et le passé. De ce point de vue-là, qu'observez-vous de l'évolution des législations, justement, quant à l'accueil des naufragés ? Alors c'est une question difficile parce que je travaille sur une période, le XVIIe et le XVIIIe siècle, où c'était en débat extrêmement fluctuant, que différents chemins ont pu être proposés, d'un côté vers les droits humains, d'autres de l'autre côté davantage vers une fermeture des frontières. Ce que l'histoire nous montre, c'est plutôt que là encore, il y a des mouvements de balancier qui ne sont nullement inéluctables. Il n'y a pas de fatalité en termes de législation. Simplement, évidemment, la période contemporaine est plutôt marquée par une période de grande fermeture, une frontière qui se hérisse un peu partout en Méditerranée. Et ce n'est pas qu'une question de flux ou d'augmentation des mobilités ou des migrations, c'est aussi l'effet de politiques qui tendent à oublier aussi un certain nombre des pilastres de nos sociétés européennes contemporaines et démocratiques. Donc ça c'est tout à fait frappant. Je pense que ce n'est pas inéluctable, à nouveau, qu'il y a des leviers pour oui, c'est ce que vous dites, juridiques. Pas de fatalité des législations, c'est une phrase lourde de sens. Oui, alors je l'espère. Ensuite, évidemment, il faut s'en saisir. Mais le droit n'est pas que, disons, outil de la ségrégation, de l'enfermement, ou un outil qui servirait à repousser les personnes mobiles. C'est aussi, à mon avis, une ressource qu'il faut mobilisée dans toute son épaisseur, et une épaisseur historique qui renvoie aussi bien à des législations anciennes qu'au socle dont nous disposons. Ce qui est très intéressant en revanche, c'est de voir comment le curseur de ces législations peut être placé d'un côté ou de l'autre, et c'est là qu'il y a une marge d'interprétation qui est tout à fait décisive.
Oui, ce qui est frappant, c'est de voir que d'un côté, il y a la mondialisation, la globalisation, et d'un autre côté, le retour de la ségrégation. Oui, ce sont des phénomènes assez frappants. Alors, le XVIIIe siècle l'a posé en des termes différents, une forme d'idéalisme avec la paix perpétuelle, opposée à l'idée d'une guerre perpétuelle très réaliste, qui passerait par la multiplication de traités bilatéraux. Et dans le même temps, on pose la question des droits humains, de la possibilité d'une paix universelle. Ce sont deux pôles qui continuent malgré tout d'informer les façons de penser le droit. Et ce qui est frappant en revanche, et ça, toute historien, je pense, est sensible à ça, c'est la façon dont on oublie vite un certain nombre de règles sur le refuge, sur l'exil, dont on oublie même l'histoire de l'Europe du XXe siècle. Enfin, c'est assez frappant sur les questions d'exil, combien celle-ci peut être mise sous le tapis. Et là, le droit à nouveau, et l'histoire du droit plus largement, je pense, permettent de reformuler des questions et aussi d'activer des ressources juridiques pour essayer de défendre les personnes humaines. Marie, vous voulez peut-être réagir ? Peut-être sur ce que vient de dire Guillaume sur le droit. Je suis tout à fait d'accord que le droit peut être un lieu de lutte. On l'a vu avec ce qui s'est passé pour les naufragés de l'océan Viking, qu'on a tout de suite mis en ce qu'on appelle zone d'attente. Mais ce sont les avocats devant le tribunal administratif qui ont pu lutter par le droit, en fait, pour que leur droit d'asile, en tout cas leur droit à demander l'asile, ça ne veut pas dire à l'avoir forcément, mais au moins le droit à demander l'asile soit respecté. Et ça a été le cas donc tout récemment, c'est un cas tout récent. Je pense que par rapport à la question que vous avez posée aussi, quand on parle de naufragés aujourd'hui, peut-être ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, tous les gens qui arrivent en Europe, que ce soit par l'Espagne, l'Italie ou la Grèce, aujourd'hui c'est énormément par l'Espagne, ce sont tous des survivants. Hier matin, un bateau de 59 personnes au départ de Tantan au Maroc a fait naufrage. Il y a 4 survivants. Les survivants de ce naufrage-là, c'est à la 3e vague que le bateau s'est retourné. Les survivants de ce naufrage-là, il y a un jeune papa qui a perdu son fils, mais dont on a trouvé le corps, et sa femme, dont on n'a pas trouvé le corps. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça, c'est 4000 personnes disparues du côté, au départ, du Maroc et des côtes marocaines en une année. Et là, on ne parle pas des morts, on parle des disparus, et c'est une estimation, ce ne sont pas des chiffres sûrs. Si, effectivement, le droit et les normes qu'on ferait et qu'on adapterait à ce que... parce qu'il faut adapter aussi les socles dont a parlé Guillaume et les normes, etc., à ce que nous vivons. Si ce n'est pas le choix qui est fait, et très vite, c'est vrai que c'est une porte ouverte à une très grande barbarie. Voilà. Oui. Marie, vous nous expliquez ce que vous faites actuellement et ce que vous faites en général. Là, vous êtes à Madrid. Pourquoi vous êtes là-bas ? L'Espagne est, comme je l'ai dit, un des premiers pays. C'est un premier pays d'accueil, en fait, où les gens arrivent sur les Canaries, arrivaient avant en Andalousie, arrivent aussi du côté de la côte Est, c'est-à-dire Almería, Alicante et les Baléares. Et je fais la route, disons que j'ai beaucoup observé ce qui se passe entre l'Espagne et la France, entre Irún et Hendaye. Et là, je fais la route un peu à l'envers pour observer de plus près et comprendre tous les paradoxes, les ambivalences, les complexités, et de l'hospitalité et de la non-hospitalité. Alors, il y a quelque chose dont vous témoignez dans vos livres, et sur lequel j'aimerais bien vous interroger aussi, c'est sur ce nouveau phénomène de l'arrivée massive de mineurs. Les mineurs qui doivent prouver non seulement leur identité, mais aussi leur âge, d'une certaine manière. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de
Je vais essayer. Alors, donc, ce qu'on appelle en France les mineurs non accompagnés, ce qu'on appelle en Espagne aussi de la même manière, les MENA, les mineurs non accompagnés, qui arrivent à peu près entre 14 et 17 ans, on va dire, entre 15 et 17 ans, sans famille, et qui... alors, les choses se passent assez différemment en France qu'en Espagne, je parle en France, et qui, en France, vont devoir faire la preuve, en fait, de leur minorité par une évaluation sociale, par une évaluation aussi osseuse, si l'évaluation sociale ne suffit pas. En réalité, être mineur, c'est pas une catégorie sociale. En fait, être mineur, c'est ce qui va passer. On va pas rester mineur. Mais en réalité, c'est une fenêtre de possible. Ça a été, peut-être ça ne l'est plus déjà, mais ça a été depuis 2018, 2017, 2018, une fenêtre possible en fait pour espérer une régularisation prochaine à l'âge adulte, et ça a été quasiment la seule possibilité en France. Je parle au passé parce que tout change effectivement très très vite, avec évidemment la demande d'asile. Ce qui fait qu'en réalité, on a mis en doute d'autant plus et les mineurs et les demandeurs d'asile politiques, parce que ils étaient jugés les plus fragiles, et c'était au nom de cette fragilité qu'ils pouvaient être protégés. Et c'est au nom de cette fragilité qu'on les a justement jugés menteurs, jugés possibles, stratèges pour obtenir le droit de rester en Europe, et qu'on leur a fait les conditions les plus dures en fait d'évaluation sociale. Donc c'est ce paradoxe-là qui m'a beaucoup intéressée il y a quelques années. Il y en a d'autres. Guillaume Calafa, est-ce que c'est un phénomène nouveau, ou est-ce que dans l'histoire moderne, on repère des enfants qui voyagent seuls ? Qui voyagent seuls, c'est assez rare à ma connaissance, même si on trouvait beaucoup de mousse sur les navires marchands, voilà. Mais non, sous cette forme-là, c'est vrai que je pense que le phénomène est assez nouveau. Ça, c'est une discontinuité. Oui, ça me semble être une discontinuité. Cela étant, il y a quelques cas. Hein, qu'est-ce qu'on peut en dire, au fond ? Qu'est-ce que ça dit de notre époque ? Alors, ça je laisserai plutôt Marie en parler. Si Marie est parmi nous. Lacan a parlé de l'enfant généralisé. Oui, Marie ? Oui, genre, ce que je voulais dire, je ne sais pas si vous m'entendez avec un décalage peut-être. Non, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, quand on parle d'enfants, je pense qu'on ferait bien de parler d'adolescents, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Les jeunes qui arrivent à 16 ans, 17 ans sont des jeunes qu'il faut protéger, bien sûr, et qui ont absolument besoin de protection, parce qu'ils sont, comme tout le monde, vulnérables, mais qui sont dans des formes de vie, de débrouillardise, et qui ont fait des chemins qui ne sont pas les chemins que font des enfants de 16 ans qui sont nés à Madrid ou à Paris. Donc, je ne sais pas s'il faut qu'on parle d'enfants, en fait, parce que, et bien sûr que, mais un adolescent a droit à la protection, un jeune homme aussi, et quelqu'un qui, voilà. En revanche, est-ce que le soupçon n'est pas quelque chose qui était déjà là dans les autres période historique d'exil? Oui, alors il y a le soupçon à la fois vis-à-vis de l'étranger, de l'autre, qui peut se manifester de différentes façons aux époques modernes et contemporaines d'ailleurs, mais il y a aussi le soupçon de l'étranger intérieur, de l'ennemi intérieur, qui est assez fréquente aussi vis-à-vis soit des minorités religieuses, qu'on trouve beaucoup en Espagne avec les nouveaux chrétiens d'origine juive ou musulmane. Donc là, ce soupçon apparaît à plusieurs reprises. J'aimerais peut-être, oui, aussi préciser que j'ai peut-être été trop rapide en disant qu'il n'y avait pas d'enfants sur les routes, etc., parce qu'on trouve quand même des enfants capturés, des orphelins de guerre aussi, qui étaient soumis à une forme de mobilité plus importante. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que la gestion de ces enfants ou de ces jeunes adultes, ou en tout cas de ces mineurs, faisait l'objet de caisses communautaires qui visaient à les protéger, à les doter pour les femmes, etc. Donc il y a des formes de solidarité qui étaient spécifiquement adressées. Il y avait aussi des mises en esclavage. Oui. Vous racontez très bien dans votre travail sur les pèlerins du Hadj qui se retrouvent en Sicile du fait d'une avanie.
Oui, du fait d'un naufrage précisément, donc des pèlerins qui partaient à Alexandrie, qui font naufrage en Sicile et qui sont réduits en captivité. C'était un phénomène assez fréquent. En effet, la captivité des musulmans en terre chrétienne ou des chrétiens en terre d'islam, un phénomène réciproque qui en fait entraînait aussi un certain nombre de relations politiques sur les différentes rives de la Méditerranée pour essayer de réguler ces formes-là de captivité, qui entraînaient à la fois le soupçon mais aussi une interconnaissance très forte. C'est le paradoxe, c'est-à-dire que ces conflits et ces guerres, ces formes de violence, malgré tout, tissaient la Méditerranée de relations culturelles très très intenses. Grâce à l'enfermement. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, au fond, on les ignore, on ne les enferme plus, on les remet à l'eau. Malheureusement, ça arrive assez souvent. On a vu des reportages sur ce phénomène qui est un phénomène d'élimination, je crois qu'il faut bien l'appeler par son nom. On ne les esclave plus, on ne les compte plus sur les terres où ils arrivent, ils ne rentrent pas dans les statistiques, et au fond, on ne sait pas qui ils sont. C'est un phénomène finalement d'exclusion intérieure. Ça, est-ce que c'est pas une discontinuité par rapport à l'époque que vous avez étudiée ? Alors c'est vrai qu'il existait un certain nombre de sas dans lesquels on enfermait les personnes mobiles. Ça pouvait être des bagnes à bord de certains navires, où il y avait généralement des cantonnements essentiellement sanitaires en Méditerranée, qui a été un laboratoire aussi du confinement et de la quarantaine aux époques modernes. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi en Hollande, ils ont mis des migrants sur un bateau de croisière. Oui. Très dernièrement. Oui, alors ça aussi, c'est vrai que ça fait partie, je pense, de tous les protocoles administratifs qui sont mis en place aussi pour cantonner, repousser, également identifier. Donc ça, c'est une question intéressante parce que Marie l'évoquait aussi, c'est-à-dire il y a celles et ceux à qui on donne un nom, celles et ceux où on n'a pas réussi à identifier les personnes au départ. Donc, y compris s'il y a des accidents ensuite, on se retrouve démunis pour nommer, ce qui est extrêmement important. Et ce qu'on observe tout de même à l'époque moderne, ce que je peux voir, c'est que ces questions de captivité, d'identification des personnes étaient aussi très mobilisatrices des administrations de l'époque. Donc on voit apparaître des listes, des descriptions physiques, de plus en plus fines d'ailleurs, pour savoir aussi qui rachetait ou qui échangeait, puisque les informations circulaient de part et d'autre de la Méditerranée pour savoir qui est où et qui est qui, ce qui est aussi posait d'autres types de questions. Voilà, c'est au fond faire un travail symbolique qui est le travail que fait Marie. Il me semble, Marie Connet fait un travail de nomination, de sépulture, d'accompagnement, de rites sur les lieux, les frontières sur lesquelles elle se situe depuis des années, en plus du travail elle-même d'écriture qui aussi comporte cette dimension de sépulture, mais pas uniquement, bien sûr. Marie. Un peu la même chose en effet, et ça fait partie aussi des choses que je suis venue faire ici en Espagne, puisque entre Irún et Hendaye, en un an, la frontière a fait 10 morts, la frontière empêchée par la police française a provoqué 10 morts, et parmi ces 10 morts, un n'a pas été reconnu officiellement. Alors on sait qui il est parce que tout un tas de preuves connexes venaient se réunir pour qu'on n'ait pas de doute en fait, et pour que sa famille n'ait pas de doute, ni même la juge qui était chargée de ce cas n'avait de doute. Mais comme c'est une juge qui n'avait pas peut-être l'habitude de ces cas d'anonymat, d'illégalisation aux frontières et de la manière dont on s'anonyme en fait aux frontières pour pouvoir les franchir, n'a pas su accepter les preuves qui sont pas des preuves scientifiques, comme il n'y a pas eu d'ADN par exemple, et elle n'a pas demandé non plus à ce qu'il y ait une prise d'empreinte, ce qui aurait pu régler les choses très très vite, et donc elle n'a pas délivré d'acte de décès, et donc cette personne est décédée sans nom en fait, sans acte de décès et sans nom. Et ce qu'on a réussi à faire avec entre la mairie, bon ça a été toute une lutte, hein, ça a duré plusieurs mois, la communauté musulmane d'Irún et puis 2-3 personnes volontaires, c'est que ce garçon qui s'appelle Sohaibou Bila soit enterré
dans un cimetière musulman, selon le rite qu'il a choisi, selon le rite qui est le rite de sa religion. La seule terre qui a dit oui, c'est un cimetière privé à Valence, à Valencia. Et c'est cette tombe que je suis allée voir, et c'est un travail, vous avez raison de dire que c'est un travail qui est très proche du travail littéraire, en fait, c'est-à-dire nommer, installer un personnage dans l'histoire et lui donner de la présence. Oui, redonner un nom. Oui, enfin le connaître, lui donner un lieu aussi, pas seulement un nom, mais un lieu. On sait à côté de qui il est enterré, on sait à quel moment il l'a été, on sait où, on sait voilà. Finalement, que ce soit Marie ou Guillaume, tous les deux, à votre manière, vous travaillez contre la disparition ? Oui, d'une certaine manière. Je pense que tout travail historique va dans ce sens. En effet, y compris d'exhumer des épisodes qui ont été oubliés ou en partie, ou des catégories du passé, des catégories du droit, des phénomènes sociaux. Je pense que là, il y a quelque chose qui est de cet ordre tout à fait. Pas au même niveau. Est-ce que vous seriez d'accord tous les deux pour dire qu'aujourd'hui, les États, les nations veulent la souveraineté sans la responsabilité ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'aggrave ? Ça c'est une très belle question, parce que une grande partie de la revendication souveraine, quand elle a été formulée à l'époque moderne, donc au XVIe et au XVIIe siècle, quand le terme même apparaît, la souveraineté était justifiée par la protection apportée au sujet ou aux personnes. C'était un élément absolument décisif de la conception du pouvoir souverain, et une justification de l'utilité publique qui donnait au souverain le pouvoir de dire le droit. En effet, ce qui est très, très frappant, c'est de voir que la souveraineté sur les mers ou sur les espaces maritimes est aujourd'hui plus perçue comme une capacité extractive. C'est-à-dire on va puiser aux ressources de la mer sans tenir compte de la protection qu'il faut accorder aux personnes ou aux gens de passage. Cela étant, les marins, la marine marchande, tout un certain nombre de marines dans le monde reconnaissent un certain nombre de conventions d'assistance, de secours qui sont absolument importants, qui sont ancrés dans le droit. Mais il est frappant de voir que la souveraineté de certains États va contre ces normes internationales de protection, d'assistance et de sauvetage, qui pourtant ont été pensées aussi avec le droit. Et de la même façon, la souveraineté sur les rivages, qui était là pour protéger les naufragés ou les personnes qui pourraient être échouées sur les rivages, a été transformée aujourd'hui en souveraineté frontière, ce qui est souveraineté sur les choses. Voilà, souveraineté sur les choses, mais qui était la souveraineté du roi sur les choses. Elle est ambivalente. C'est à la fois une manière de prendre les choses, mais aussi une manière de les protéger, pour identifier les personnes qui possèdent les choses si elles veulent les récupérer dans le temps d'un an et un jour, etc. Et ça, c'est vrai que ce sont des normes qu'on a en partie oubliées ou qui ont été retournées contre elles. C'est l'ambivalence aussi des catégories juridiques. Elles portent chacune aussi un peu de façon Janus des trajectoires différentes. Mais il est intéressant de, je pense, réexhumer justement aussi ce qui a justifié à un moment un certain nombre de pouvoirs souverains. Est-ce que c'est pas le symptôme de ce que Lacan appelait la disparition de l'Empire, qui a laissé place aux emporiums, le marché, notre avenir de marché commun, disait Lacan, qui là se matérialise sur finalement cette emprise sur les frontières au titre d'extraction des ressources et de laisser finalement mourir les sujets. Au fond, la souveraineté, c'était une souveraineté aussi sur les sujets. Et aujourd'hui, est-ce que c'est pas le symptôme, justement, que Marie Connet soit sur les frontières, les frontières flottantes, est-ce que c'est pas le symptôme de cette disparition de souveraineté des sujets ? Il n'y a plus de sujets. Lacan, du reste, a parlé d'individus dans la fin de son enseignement, ce qui est peut-être symptomatique du fait de cette disparition de l'Empire en tant que structure organisant et faisant le corps des sujets. Marie, peut-être ?
Marie, peut-être, vous voulez intervenir? Sur la souveraineté, ce que vous disiez sur la souveraineté, c'est que c'est un des paradoxes aussi, c'est que par exemple, on le sait entre l'Europe et la Turquie, les accords entre l'Europe et la Turquie, mais on le sait peut-être moins entre l'Europe et le Maroc. Mais aujourd'hui, au Maroc, au nom justement non seulement sur mer, on empêche les gens d'arriver, ou en tout cas on leur rend le chemin meurtrier, mais au Maroc déjà, les exactions, c'est absolument tous les jours qu'au Sahara occidental, la Laayoune ou Dakhla, les subsahariens qui vivent là dans des maisons louées à plusieurs sont délogés violemment, les portes brisées, et tous ces gens-là renvoyés au désert. Il y a beaucoup de morts d'ailleurs dans le désert. Et du coup, cette souveraineté-là, elle n'est pas marocaine, parce qu'évidemment, c'est les Marocains, c'est le travail des policiers ou de l'armée marocaine, mais enfin, elle est elle peut tout à fait se retourner contre l'Europe, qui croit qu'elle domine ainsi un peu le Maroc, mais c'est pas vrai du tout. Mais c'est au nom, en fait, de la demande européenne de ne pas laisser rentrer. Voilà. Donc tout ça est très troublant, parce que c'est une lutte, la lutte européenne, qui est perdue, qui est déjà perdue. Il y a beaucoup de morts, mais les gens continueront à arriver et arrivent. Et c'est étonnant de se demander au nom de quoi les lois se multiplient, ce qui prouve que ce ne sont pas des bonnes lois, puisque sinon, si c'était des bonnes lois, elles seraient appliquées, on n'aurait pas besoin d'en refaire une 6 mois après. Les lois se multiplient, géographiquement aussi, la chasse à l'homme va de plus en plus loin. Donc là, on en est européens à chasser du côté de Dakhla, de Laayoune, etc., sans que ça transforme quelque chose à la possibilité d'imaginer un monde autrement dessiné. Ouais. Ça reste une question. C'est-à-dire que ce qui est frappant aussi, c'est cette impossibilité de retour, presque, qui est pensée. J'ai relevé un petit passage dans votre livre des îles. Je n'ai jamais rêvé l'Europe, dit Amida. La vérité, c'est qu'une fois que tu es parti, tu ne peux pas revenir. D'ailleurs, il n'y a pas de route pour revenir. C'est la vérité. Là, je suis depuis quelque temps occupée à essayer d'aider une jeune femme qui est, comme elle le dit, bloquée en Tunisie, parce que pour pouvoir quitter la Tunisie, donc on a réuni l'argent pour qu'elle puisse payer un billet d'avion pour retourner en Côte d'Ivoire, mais pour quitter la Tunisie, on lui demande des pénalités en fait de séjour irrégulier qui sont bien plus élevées qu'un billet d'avion. Et alors, on a beau réunir l'argent de ces pénalités, les semaines passent et les pénalités grossissent. Et en fait, il n'y a aucun moyen de quitter la Tunisie à moins de payer beaucoup. Donc, même là, c'est un exemple, hein, il y en a tellement d'autres. Même là, si on veut rentrer avec l'OIM, en ce moment, il faut accepter de rentrer sans l'aide au retour. Ce qui est quand même, les gens acceptent, mais les avions, pour rentrer avec l'OIM, par exemple au départ de l'Algérie, du sud de l'Algérie, il faut attendre 1 an dans un camp de l'OIM. Des gens meurent dans les camps de l'OIM attendant le retour. Tout ça, ce sont des choses dont on ne parle pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent rentrer parce que leur projet n'était pas l'Europe. Leur projet était de venir travailler au Maroc, en Algérie, en Libye, en Tunisie, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils trouvent du travail. Mais pour le voyage retour, si c'est avec l'OIM, il faut attendre plus d'1 an dans des conditions qui sont tragiques, et pour être inscrit au retour, tout un tas de stratégies à utiliser, d'argent à donner à la bonne personne, etc. Oui. Donc, en effet. Alors en effet, vous témoignez tous les deux à votre manière, par l'écrit et par votre travail, l'arctivisme peut-être et l'historien au fond de ce qui manque de discours aujourd'hui pour faire de ces individus éparpillés de par le monde, de faire des corps qui tiennent dans un lien social. Je crois que vous travaillez tous deux à compenser et peut-être écrire une histoire à l'avenir dans laquelle ces corps ne soient pas des individus sans discours, comme disait Lacan, de quoi faire lien social, c'est-à-dire des sujets de droit et des sujets dignes.
Donc pour ça, on vous remercie infiniment pour votre rencontre et de nous avoir permis de faire connaître votre travail à tous deux, qu'on encourage chacun à lire. Oui, merci à tous les deux. Merci C'est beaucoup. maintenant le moment de terminer cette séquence de notre émission. Nous allons passer maintenant à la séquence suivante, qui est l'actualité de la psychanalyse. Nous allons accueillir Clotilde Leguil, qui va nous parler de la critique du monopole légitime de la jouissance. Bonjour Clotilde. Bonjour Pierre. Alors vous allez nous parler donc d'une actualité du patriarcat, je crois. C'est ça. Ou de sa fin. On vous écoute. Tout à fait. Alors oui, l'actualité que j'ai choisie pour cette chronique donc, est celle qui donne son titre au prochain congrès de l'Eurofédération de psychanalyse, critique et clinique du patriarcat, donc sous la direction de Guy Poblom, qui aura lieu les 2 et 3 juillet prochains à Bruxelles. La question que je souhaite poser concerne la langue qui se parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que, dans le moment dans lequel nous sommes, il n'est plus question de faire la critique de ce qu'on appelait au temps des Lumières, par exemple le paternalisme ou le pouvoir des pères, de ce qu'on appelait encore au XXe siècle l'autorité, voire même de ce que Lacan a nommé la fonction du nom du père, mais qu'il est question de récuser radicalement le patriarcat comme système de domination. Que dit la primauté de l'usage de ce terme de patriarcat pour parler aujourd'hui de ce qui suscite une nouvelle forme de révolte ? Ce terme de patriarcat contient en lui-même ce qu'il dénonce. Avec lui, nous sommes au-delà de toute remise en cause de la légitimité, de l'autorité du père. Au-delà même de l'aspiration à se défaire d'un pouvoir de protection. Au-delà d'une révolte contre une loi ou un interdit. Il s'agit de dénoncer un abus de pouvoir. Alors Clotilde, cette critique a-t-elle un antécédent ? Oui, Marie, je dirais que les philosophes des Lumières peuvent être considérés comme les premiers à avoir ouvert la voie à l'actuelle critique du patriarcat. Rousseau, par exemple, dénonçait déjà toute analogie entre le pouvoir du père sur ses enfants et le pouvoir du souverain sur les citoyens. Le pouvoir du père sur ses enfants, qui se présente comme relevant de la nature, trouve en vérité pour Rousseau son vrai fondement dans le pacte social. Et donc cette autorité du père, elle aussi, est instituée et ne dure qu'aussi longtemps que les enfants y consentent. Et dans la même veine, Kant a récusé aussi le gouvernement paternaliste comme un danger contre la liberté politique. Le souverain, qui occupe la place du pater familias, est aussi celui qui infantilise en échange d'une promesse de sécurité. Kant critique donc le modèle paternaliste pour défendre le modèle républicain et faire valoir le mot d'ordre des Lumières « Ose penser par toi-même ». Eh bien, au XXe siècle, c'est toujours l'autorité qui est récusée, celle de la tradition qu'incarnent les maîtres. Et le mouvement de mai 68 s'inscrit dans la veine aussi de la critique du paternalisme. Mais la révolte se fait là au nom d'une revendication de jouissance. Et Lacan sera attentif à ce mot d'ordre « il est interdit d'interdire », considérant que cette revendication d'un plus de jouir finit toujours par aspirer le sujet, lui-même bien sûr, et son désir. Mais alors Clotilde, comment interprètes-tu ce passage de la critique du paternalisme à la critique du patriarcat ? Voilà, c'est la question que je me suis posée, Pierre, et je me suis dit qu'au XXIe siècle s'opère en effet un changement.
À travers ce terme de patriarcat, il n'est plus question, me semble-t-il, de la fonction du nom du père, que Lacan nous a appris à considérer comme constitutive du désir, sur fond de consentement à l'interdit, mais il est question d'autre chose. Ce changement dans la langue, je dirais qu'il fait résonner une critique contemporaine de l'abus. Tout se passe comme si, en fait, la fonction paternelle, ce que Lacan appelait la fonction paternelle, s'était vidée de toute valeur symbolique pour n'être réduite qu'à l'exercice d'une domination. Alors, qu'est-ce que cette domination ? Donc j'ai essayé de proposer une interprétation pour cette actualité en rapport avec le congrès de People. On peut voir dans cette critique du patriarcat, en tout cas c'est ce que je propose, une critique du monopole de la jouissance légitime. Parce que si on regarde bien les figures de pères qui occupent le devant de la scène aujourd'hui, que ce soit la scène publique, la scène littéraire, la scène cinématographique, que ce soit des pères réels ou des pères de substitution, sont toujours plus des figures du père de l'abus. C'est-à-dire que le père de l'interdit, celui qui est aussi pour Lacan le père de la pudeur, eh bien, a cédé la place au père de l'impudeur, au père abuseur. Eh bien, le patriarcat pourrait être le nom de cet abus, comme s'il ne restait du père que cette dimension abusive. Qu'il s'agisse, par exemple, du père perdu et retrouvé dans l'inceste de Christine Angot, qu'il s'agisse du père viril et violent de Blandine Rinkel, ou du père abuseur de Thomas Winterberg dans Festen, c'est toujours la férocité d'une jouissance obscène qui monte sur la scène. Et donc, on pourrait dire que c'est l'instrumentalisation du signifiant père au nom de l'exercice d'une jouissance. Alors, notre moment avait été baptisé au tout début du XXe siècle par Jacques-Alain Miller dans un cours de 2003 d'ère post-paternelle. Eh bien, après Lacan, avançant cette idée d'une cicatrice de l'évaporation du nom du père, ne pourrait-on pas dire que le patriarcat est ce qui reste du père lorsqu'il n'incarne plus aucune dimension symbolique, mais simplement celle du pouvoir et de l'abus. Et alors, c'est un nouvel interdit qui se fait jour et qui s'exerce à l'endroit du père, l'interdit d'abuser. Mais jusqu'où s'étend ce nouveau mot d'ordre finalement ? Eh bien, je me suis demandé si on ne pouvait pas voir dans ce que j'interprète comme une critique du monopole de la jouissance légitime, une remise en question plus profonde d'une croyance moderne. Et donc, je propose d'articuler cette critique du patriarcat comme critique du monopole de la jouissance légitime au moment de l'écologie. Parce que finalement, ce sont là les deux grands discours qui nous invitent à un changement de paradigme dans le rapport au monde et aux autres. Le discours de la critique du patriarcat et le discours écologique. Se rendre comme maître et possesseur de la nature, tel était le mot d'ordre de Descartes, croyant donc dans la promesse du progrès scientifique et technique. Le moment de l'écologie n'est-il pas ce moment où cette croyance est égratignée ? Eh bien, si l'ère post-paternelle ouvre sur la nécessité d'inventer d'autres liens, comme tu le disais aussi tout à l'heure, Pierre, à propos de l'individu, elle ouvre aussi cette ère sur un moment de lucidité par rapport au programme cartésien. Les modernes n'ont-ils pas abusé de la nature, de la planète, de ce lieu où ils exploitent les ressources en vue d'un plus de jouir ? Si la référence au père comme instance régulatrice est récusée, alors quel est aujourd'hui le point de repère qui pourrait faire limite à la jouissance
sans frein, c'est-à-dire à cette aspiration à se rendre même comme maître et abuseur de la nature. Eh bien, si l'on en croit le philosophe Bruno Latour, que je cite aussi parce que le dernier numéro de la revue Mental, sous la direction de Virginie Leblanc-Roïc, ce dernier numéro rend hommage à Bruno Latour à travers un ultime entretien. Eh bien, si l'on en croit Bruno Latour, la figure centrale de notre moment, c'est dorénavant Gaïa, la Terre, lieu d'habitat, où l'être humain a à demeurer, sans céder à la pulsion de destruction. Ne pas abuser des corps, ne pas abuser des ressources de la planète, s'inquiéter au fond de trouver une limite à la jouissance. Dans ce moment de dévoiement de la fonction paternelle, eh bien, serait peut-être l'enjeu de la nouvelle ère dans laquelle nous sommes entrés. Eh bien, merci Clotilde, sacrée perspective. Merci qui est tout à un tous les programme. Et voilà, c'est le moment de conclure notre studio Lacan en vous disant à samedi prochain, 18h30. Au revoir Marie, au revoir Clotilde. Au revoir Pierre, au revoir Marie, merci.